Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la section SOPSI, sommeil et psychiatrie de l'AFPBN. On est absolument ravis de vous recevoir avec le professeur Jean-Arthur Micolo-Franchi et Hervé Aubray d'ISIS. Alors, un petit mot d'introduction. Vous savez que la section SOPSI est une section donc destinée aux altérations du sommeil et chronobiologiques dans les troubles psychiatriques. Et c'est une des sections de l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie qui comporte un ensemble de sections explorant toutes les dimensions, finalement, de cette psychiatrie biologique. Nous vous invitons, si vous n'êtes pas déjà membre de notre asso, de devenir membre et puis ainsi de pouvoir suivre l'ensemble des choses réalisées, que ce soit là, comme des webinaires, des formations, des moments d'échange, ou ce qui est produit aussi par l'association est visible aussi sur notre site internet. Et je vous invite à aller visiter notre site de la FPBN. Merci beaucoup Pierre-Alexis et merci à toutes et tous d'être là. Donc effectivement, ces sections de la FPBN ont pour vocation notamment à diffuser du savoir et échanger avec vous sur différentes dimensions importantes en santé mentale et en psychiatrie. Et notamment, une des dimensions importantes, c'est le sommeil. Cette semaine est la journée mondiale du sommeil pour vendredi. Et donc, dans ce contexte-là, au sein de la section SOPSI, on a pensé aujourd'hui vous parler d'une dimension importante du sommeil, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Une pathologie du sommeil fréquente et pour lequel il faut savoir aussi la dépister chez les patients avec un trouble mental, puisque les patients souffrant de troubles mentaux doivent pouvoir bénéficier des soins non psychiatriques aussi de qualité que les patients ne souffrant pas de troubles psychiatriques. D'autant que le sommeil interfère avec le trouble mental lui-même. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a des acteurs importants. On sait que en psychiatrie, pour les troubles mentaux, la pharmacologie est importante. Il y a des acteurs, c'est l'industrie pharmaceutique et qui sont des acteurs avec nous. Et il y a aussi, pour le syndrome d'apnée du sommeil, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique, c'est des prestataires de santé à domicile, des PSAD. Et donc, ce webinaire a le soutien d'un des prestataires de santé à domicile, le soutien de ISIS Médical, avec Hervé Aubray qui est ici et pour lequel on lui donne un petit mot d'introduction. Merci du soutien de ce webinaire. Merci. Merci, professeur Micolo, professeur Geoffroy, merci beaucoup. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'être partenaires de la FPBN. Donc, je représente aujourd'hui ISIS Médical, qui est une fédération de PME, partenaire de santé à domicile depuis plus de 20 ans et impliqué dans la prise en charge de patients souffrant de troubles respiratoires, dont l'apnée du sommeil. Nous avons une fédération de PME aujourd'hui qui est impliquée dans la prise en charge de plus de 450 000 patients souffrant d'apnée du sommeil. Donc, c'est une pathologie que nous avons particulièrement à cœur d'accompagner et avec des profils aussi divers que ceux que nous allons évoquer aujourd'hui. Cette fédération, elle vous permet aujourd'hui d'avoir un recours à des équipes locales regroupant des professionnels de santé, techniciens et personnes aguerries dans la gestion de ces spécificités, à la fois sur le plan évidemment médical, technique, et nous accompagnons aussi les patients au-delà du périmètre métropolitain, puisque nous sommes présents également dans tous les territoires et départements d'outre-mer. Nos métiers, aujourd'hui, je en parlerai plus particulièrement, c'est l'apnée du sommeil, 450 000 patients accompagnés au quotidien, mais également tous les patients éligibles à des traitements par oxygénothérapie, ventilation non invasive et aérosol thérapie, donc des domaines de compétences très diverses et que nous maîtrisons parfaitement depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, près de 20 ans, avec une démarche qui repose sur 3 mots-clés, l'écoute, puisque ces agences et cette fédération nous permettent d'avoir un lien direct et de proximité avec chacun de nos patients, une qualité de soins reconnue de longue date, avec bien évidemment une démarche qualitative sans cesse améliorée, puisque notre structure comporte également une école de formation qui permet pour les plus expérimentés d'entre nous d'aboutir à des formations de niveau de DU universitaire et une réactivité, puisque c'est là une des clés essentielles, c'est d'être au-delà des astreintes disponibles et réactifs tout au long de l'année pour prendre en charge et répondre à vos besoins. Pour vous, également, des outils spécifiques qui ont été créés vous permettant d'accéder à toutes les données liées à vos patients, c'est-à-dire utilisation, observance, IAH, fuite, que vous pouvez consulter à tout moment sur un PC, sur une tablette, vous permettant en effet, face au patient, de voir quelle est l'utilisation qu'il fait de son
dispositif médical, mais également de voir les interactions qu'il y a avec les différents professionnels de santé, mais aussi techniciens. Et nos équipes sont, comme vous le voyez, multidisciplinaires et donc répondent absolument à l'ensemble des besoins nécessaires en termes d'interaction avec les équipes soignantes. Et nous vous mettons à votre disposition pour conclure un certain nombre de documents que l'on est également amené à personnaliser, notamment dans on espère à terme créer un carnet patient spécifique pour les patients souffrant de troubles psychiatriques. Mais il y a également, vous le voyez, des applications destinées aux patients, des informations spécifiques également sur l'environnement réglementaire pour les professionnels de la route et d'autres documents que l'on tient à votre disposition. Donc, pour conclure, et très brièvement, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le site ou également grâce à cette diapositive en prenant en note mes coordonnées. Ce sera un plaisir de répondre à vos besoins locaux et spécifiques également. Et encore, nous sommes ravis de vous accompagner. Le sommeil est une préoccupation. Je crois que c'est une préoccupation que nous avons en commun. Merci beaucoup. C'est vraiment tout à fait important qu'on a des partenaires comme ça qui s'intéressent en particulier à nos patients avec troubles psychiatriques, puisque comme l'a rappelé le professeur Niccolò-Franchi, on a des patients qui ont 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins et qui sont moins bien traités que les autres à pathologie égale. On a un enjeu tout à fait majeur et donc vraiment merci de soutenir aussi les soins dans ces populations particulièrement fragiles. Donc maintenant, on va passer aux deux présentations sur les apnées, commençant par le professeur Jean-Arthur Niccolò-Franchi, qui est donc professeur de psychiatrie et de physiologie à Bordeaux. De physiologie, tu vois, j'ai quand même dit psychiatrie, parce que tu es psychiatre de formation et très psychiatre dans l'âme. Et avant ça aussi, peut-être juste vous dire que vous avez un onglet questions. Et donc, vous pouvez poser vos questions qui vous viennent au fil de l'eau au cours des deux présentations. Et on va faire un temps d'échange de 15 minutes à peu près à la fin pour répondre à toutes ces questions et puis pouvoir échanger tout à fait librement. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta présentation, Jean-Arthur, et c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre-Alexis, professeur Geoffroy, pour cette introduction. Alors, effectivement, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est central. Alors, les psychiatres ne peuvent pas prescrire le traitement par PPC sur les demandes d'entente préalable s'ils n'ont pas des demandes d'accord préalable, s'ils n'ont pas une formation spécifique. Il n'y a que les pneumologues qui peuvent le faire directement. Mais il y a des formations pour pouvoir accéder à ça, des formations continues, le diplôme interuniversitaire de médecine du sommeil ou la FST, pour lequel les psychiatres sont accessibles pour pouvoir apprendre ça. Pour autant, même si tous les psychiatres ne peuvent pas prescrire de la PPC ou d'autres traitements du sommeil pour les apnées du sommeil, il est important que le psychiatre s'approprie cette dimension-là, cette dimension de santé fondamentale, et il est important que les psychiatres œuvrent pour que les prestataires de santé à domicile s'acculturent à la psychiatrie, parce qu'il est important de pouvoir mettre en place chez certains patients ces traitements. Et moi, j'ai appris ça en allant, en sortant de la psychiatrie pour aller dans les services non psychiatriques. Même les patients les plus stabilisés de psychiatrie, quand on est dans un service de non-psychiatrie, semblent avoir des dimensions cliniques qui sont considérées comme minimes quand on est en psychiatrie, mais qui peuvent modifier, qui sont importantes de connaître chez les professionnels comme les prestataires de santé à domicile, parce que ça permet d'optimiser le soin. Donc, ce qu'on va questionner là, c'est comment dépister le syndrome d'apnée obstructive du sommeil quand on est psychiatre, comment penser le syndrome d'apnée obstructive du sommeil quand on est psychiatre, comment penser l'adhésion au traitement par PPC quand on est psychiatre. Et ce que je vais vous montrer, effectivement, je suis prof de physiologie, mais la psychiatrie m'anime parce que je pense que le regard psychiatrique est très éclairant pour un certain nombre de thématiques de médecine du sommeil. Alors, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est quoi ? Classiquement, on dit un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est faire des apnées. Et d'ailleurs, dans la classification internationale des troubles du sommeil, qui est l'équivalent du DSM pour les troubles du sommeil, il est défini le syndrome d'apnée obstructive du sommeil comme des épisodes répétés d'obstruction complète, apnée ou partielle, des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. On voit sur le schéma, la base de langue s'affaisse, l'espace rétrovélaire se diminue et il y a une obstruction, c'est l'apnée obstructive. Et on parle d'apnée quand c'est total, d'hypopnée quand c'est pas total. Donc, cette définition, elle est très physiologique. Or, pour définir une maladie, la physiologie ne suffit pas, il faut la répercussion fonctionnelle, la détresse et la répercussion en termes de handicap. Donc, c'est important parce que quand on évalue le syndrome d'apnée du sommeil, souvent on pense qu'à cet examen, l'examen du
du sommeil, la polygraphie respiratoire pendant le sommeil, quand on enregistre surtout les événements respiratoires et les mouvements thoraco-abdominaux. Il y a aussi la polysomnographie, mais en première intention, la polygraphie respiratoire pendant le sommeil est suffisante. La polysomnographie rajoutant des électrodes sur la tête et sur le visage pour pouvoir avoir les stades de sommeil. Or, cet examen, bien qu'il est essentiel pour avoir l'index d'apnée obstructive du sommeil, ne doit pas faire oublier, et c'est ça le regard psychiatrique, qu'une maladie, ce n'est pas l'apnée du sommeil, c'est le syndrome. Et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est quand les apnées ont des répercussions sur le sommeil des gens, sur ce qui se passe dans la tête des gens, et ça peut avoir des plaintes d'insomnie, de somnolence, des répercussions sur l'humeur, et cela s'appelle alors un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les autres professionnels de santé qui sont importants pour définir la maladie, c'est les spécialistes du cardiovasculaire, parce que quand on fait une apnée, il y a une désaturation, et donc ça peut avoir des impacts sur les vaisseaux et augmenter le risque cardiovasculaire et métabolique. Donc, le syndrome obstructif du sommeil, c'est faire des apnées avec des répercussions fonctionnelles, dont une des grandes dimensions de répercussion, c'est donc les plaintes mentales d'insomnie, de somnolence et thymique. Après, l'idée, c'est bien sûr de traiter les apnées du sommeil, les retirer avec différents traitements, mais vous voyez bien que l'idée n'est pas que ça, mais d'améliorer le sommeil à travers le fait de retirer les apnées du sommeil. Un des traitements emblématiques, c'est le traitement par PPC, inventé dans les années 80, qui consiste en fait à insuffler de l'air en pression positive continue pour maintenir ouverts les voies aériennes supérieures. Ce n'est pas de la ventilation. Les sujets ventilent avec leur diaphragme et leurs muscles respiratoires accessoires par eux-mêmes. Par contre, on libère l'espace ici pour que les sujets puissent ne pas avoir d'apnée pendant le sommeil et avoir un meilleur sommeil. Donc, c'est prescrit sur des demandes d'accord préalables pour lesquelles on est soit pneumologue, soit formé à la médecine du sommeil sur différentes modalités de formation. Il y a aussi l'orthèse mandibulaire qu'il ne faut pas oublier, qui consiste à mettre 2 gouttières comme ça, mais tenues par des violettes, qui permettent d'avancer la mâchoire pour libérer l'espace rétrovélaire, avancer la mandibule et libérer l'espace rétrovélaire. Ça aussi, c'est remboursé par des spécialistes de l'appareil manducateur. C'est ce que la législation a trouvé pour mettre dans un même moule l'ORL et les dentistes, et fait sur mesure justement sur des moules personnalisés pour qu'on puisse avoir un traitement le plus efficace possible avec le moins de répercussions sur l'articulé dentaire. Ces traitements sont efficaces sur les apnées. Par contre, se pose la question de est-ce que ça soigne le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Et il y a eu une controverse scientifique, et la controverse continue, et la communauté du sommeil se l'approprie, parce qu'une controverse, il n'y a pas de domaine de science controverse, mais cette controverse est en cours, et l'équivalent de l'HAS américaine a fait le point du niveau de preuve du traitement par PPC il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, ce qui était stupéfiant et ce qui a un peu éveillé la communauté, c'est que ils nous disent que les évidences vues ne permettent pas de soutenir le traitement par PPC au long terme comme quelque chose qui améliore la clinique. Alors là, les gens se sont dit: «Oh là 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 là, c'est compliqué. Comment on fait d'avoir un traitement qui touche 1 million de personnes en France, 1 milliard d'euros de la sécurité sociale chaque année donnés aux prestataires de santé à domicile pour pouvoir mettre en place des traitements par PPC, alors qu'on a une instance gouvernementale de régulation de santé mondialement connue, en tout cas américaine, donc avec un impact important mondial, qui souligne un signal aussi fort que ça». Alors la communauté s'est organisée, et donc là, tout d'un coup, elle s'est fédérée, et toutes les sociétés savantes ont formulé une réponse. Réponse très intéressante, parce que ouvrant les pistes de recherche, mais également clarifiant le débat. Le problème, c'est que les apnées du sommeil, quand on les retire chez le tout venant, mais on n'arrive pas à avoir un effet. Par contre, c'est efficace chez les gens qui sont somnolents. C'est-à-dire qu'avoir des apnées du sommeil qui entraînent des altérations du sommeil au point d'être somnolent a montré une efficacité le traitement par PPC a montré une efficacité chez ces patients-là. Il nous montre que, en fait, sur la dimension somnolence, c'est efficace. Mais ça veut dire qu'on met la PPC chez les gens qui sont somnolents. Or, dans les études, on peut mettre la PPC même s'il n'y a pas de somnolence. Donc se pose la question de comment on évalue la somnolence chez ces patients. Également, l'impact sur les risques de somnolence au volant et d'accident. Également là aussi chez les gens qui avaient de la somnolence et qui étaient à risque d'accident. Et puis l'impact sur la pression artérielle est également prouvé comme variable intermédiaire de risque cardiovasculaire, mais chez des patients avec une hypertension artérielle mal stabilisée, avoir des apnées du sommeil et les traiter permet de mieux stabiliser la tension artérielle, et on fait l'hypothèse que ça pourrait améliorer le risque cardiovasculaire.
Donc, l'enjeu central de la somnolence pour un psychiatre quand on se dit qui traiter avec des aptitudes du sommeil pour que ça soit efficace. Et en fait, là, s'ouvre la voie de mais est-ce qu'on évalue systématiquement la somnolence chez les patients avec des aptitudes du sommeil? Et donc, ce que je vous propose, puisqu'on devait voir comment le dépister, c'est de faire un panorama des outils de dépistage. Les psychiatres, on aime bien la psychométrie, c'est notre outil qui nous a crédibilisés avec le DSM. Donc, il y a différents questionnaires. Et on est allé, dans l'équipe de recherche, extraire chaque symptôme. Donc, on a fait vraiment une analyse sémiologique, comme dans l'Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique, la ESP, on aime faire. Et on a pris chaque item pour aller voir quel était le symptôme retrouvé. Et on trouve en vert les symptômes en lien avec le ronflement, en bleu les symptômes psychiatriques, les symptômes mentaux, et en jaune les symptômes cardiométaboliques. Et là, on a l'échelle de Berlin, qui est l'échelle classique, et on voit qu'elle explore donc les ronflements et les choses reliées, le cardiovasculaire à travers l'hypertension et le métabolisme à travers l'obésité, mais également des choses autour de la fatigue, mais pas très spécifiquement la somnolence. On voit fatigue, somnolence au volant, mais la plainte de somnolence dans la journée, elle n'est pas explorée. Voilà. Pourtant, c'est un des outils de dépistage très déployé. Ensuite, là, vous avez la stop bank, très utilisée par les anesthésistes réanimateurs, et donc ils ont rajouté des items autour de la circonférence du cou et d'éléments qui leur permettent d'avoir des éléments anatomiques qui leur intéressent. Et on voit là que la somnolence, oui, elle est étudiée, mais mélangée dans un item qui contient beaucoup d'unités sémiologiques, à la fois la fatigue, la somnolence, etc. Et puis des questionnaires de dépistage plus courts. La stop est une réduction de la stop bank, donc on a les mêmes items, mais on voit que là aussi la somnolence et la fatigue sont mélangés. Et puis des questionnaires, eux, réalisés par des pneumologues, et là vous voyez qu'il n'y a plus le bleu, il n'y a plus de symptômes mentaux, il n'y a que du jaune et un peu de ronflement, et donc il n'y a que des facteurs anatomiques et sociodémographiques, et tout d'un coup, la NOSAS qui a été développée en Suisse s'impose, mais publiée dans le Lancet Respiratory Journal, mais en fait, pas d'item psychiatrique. Pareil pour l'OSAS 50, où on voit plus de bleu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment dépister le syndrome d'apnée du sommeil tout en prenant compte de la somnolence. Et donc, on a fait une revue de la littérature dans l'encyclopédie médico-chirurgicale avec Alexandre Richaud de Charles Perrin. Et donc, on peut voir, et Sébastien Gard, que ces outils de dépistage sont très importants à penser en termes psychiatriques. Parce que quand je vous dis il faut qu'il y ait de la somnolence pour traiter les gens avec un syndrome d'apnée du sommeil, la question qui vient tout de suite, c'est mais oui, mais la somnolence, c'est une plainte aussi dans les troubles mentaux. Donc, comment on peut départager ça? Est-ce qu'il y a une réflexion psychométrique autour de ça? Parce que si on synthétise tous ces outils, ce qu'on a fait dans cet article, en fait, on voit que, vous voyez, chacun des questionnaires que je vous ai présentés, on peut synthétiser ça. La somnolence n'est pas partout, le ronflement est systématique, mais est-ce que en psychiatrie, il faut étudier la somnolence? Comment l'étudier? Est-ce que les facteurs anatomiques sont importants? Est-ce que la place de processus physiologiques propres aux troubles mentaux qui peuvent modifier la dynamique des voies aériennes supérieures ou les traitements pourraient faire que ces facteurs anatomiques ont moins de poids? Et donc, des études comparatives de ces questionnaires est nécessaire. Et en fait, il y a très peu d'études comparatives. On en a fait une avec l'équipe de Suisse qui avait développé la NOSAS, et on a essayé de comparer chez les patients avec un trouble de l'humeur, la NOSAS score avec, c'est l'équipe de Raphaël Heiser, avec les autres questionnaires, la Stop Bang et la Berlin. Et on voit que pour dépister l'index d'apnée obstructive du sommeil, les apnées du sommeil, la NOSAS fait mieux que les autres outils. Donc, on a un outil là simple qui permet de dépister les apnées du sommeil, mais est-ce qu'il dépiste les gens qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Toute une réflexion sémiologique est à mener là pour savoir comment dépister mieux les patients qui nécessitent un traitement, en fait, pas les patients qui ont des apnées. Pour ça, on continue les démarches sémiologiques et on va extraire systématiquement toutes les unités sémiologiques de tous les questionnaires. C'est un papier qui est en cours avec Pierre-Alexis Geoffroy. Et donc, vous voyez que
on peut extraire toute la sémiologie pour faire du raffinement sémiologique en contexte psychiatrique. C'est une méthode développée par Ecofried qu'il a fait pour la dépression en se disant bah ouais, mais la dépression, il y a 7, 8, 10, 12 questionnaires de dépression différentes. Est-ce qu'ils analysent la même chose? Et on voit que sur des graphes comme ça, où on met les unités sémiologiques en rayon, on peut voir que les questionnaires se chevauchent et n'analysent pas la même chose. Il faudrait qu'on fasse la même démarche pour dépister le syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez les patients souffrant de troubles mentaux. Et donc, ça permet d'avoir un éclairage sur la sémiologie. Et c'est ce premier élément que je voulais vous montrer pour pouvoir améliorer le sommeil des gens avec un syndrome d'apnée du sommeil. Un regard sémiologique psychiatrique peut être central. Donc, ensuite, le deuxième élément qu'on devait voir pour les 5 minutes qui nous restent, c'est l'aspect, est-ce que le psychiatre peut nous dire quelque chose après avoir le diagnostic? Le traitement. Alors souvent, dans le traitement, la machine de PPC, c'est un masque qui souffle de l'air. On se dit, il y a 2 concepts. La tolérance, est-ce que ça me fait pas de bien? Ça veut dire, est-ce que j'ai des effets secondaires? Et l'adhésion, est-ce que je trouve que c'est bon pour ma santé? C'est un élément important. Et avant, les pneumologues s'intéressaient uniquement à la tolérance. Juste si un traitement qui ne produit pas d'effets secondaires émis chez un patient, il va le mettre et ça va être bon. Et en fait, on se rend compte que ça explique peu l'usage de la machine et c'est plutôt des facteurs psychologiques qui permettent de prédire, c'est-à-dire le sujet doit penser que c'est bon pour sa santé et doit être en mesure de la gérer. Et donc, depuis les années 2000-2005, il y a un regain d'intérêt pour ces facteurs psychologiques d'adhésion comme centraux pour l'adhésion aux machines de PPC. Et se pose la question de facteurs psychologiques, ça veut dire psychiatrie? Mais non, la psychologie de la santé, ça concerne toutes les professions médicales, pas uniquement les psychiatres. Et donc, la question, c'est, est-ce que les psychiatres, eux, ont des patients qui sont moins adhérents au traitement par PPC? Et donc, quand on regarde dans les revues des facteurs d'adhésion à la PPC, on peut aller voir les facteurs psychiatriques et on voit que c'est mitigé, mais globalement, la plupart des études disent que les patients avec un trouble mental ne sont pas moins adhésifs au traitement, n'utilisent pas moins le traitement que les patients qui ne souffrent pas de troubles mentaux. En clair, un patient avec un trouble mental est tout aussi capable d'adhérer à son traitement qu'un patient sans trouble mental. Il y a 2 études qui montrent que plutôt ça diminue l'association. Je suis allé les chercher et on peut conclure là-dessus. C'est une étude de 2010 qui est très spécifique parce qu'elle est chez les vétérans de guerre. Souvent aux États-Unis, les corps de patients sont des vétérans. Et on voit que chez les vétérans qui sont d'ethnie africaine-américaine, afro-américain, que le trouble mental serait associé à une réduction de l'adhésion au traitement. Et ils disent, en fait, les raisons de cette diminution d'adhésion est peu explicable. Ils ne savent pas trop dans l'étude. Et la deuxième étude par rapport aux 9 autres études qui ne montraient pas d'association, en fait, où ils essayent de voir le lien entre l'observance et les symptômes mentaux. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils essayent de prédire l'anxiété et la dépression par l'observance, alors que ce qu'on voudrait, c'est faire l'inverse, c'est prédire l'observance en présence de symptômes anxio-dépressifs. En conclusion, en fait, si les troubles mentaux sont importants à prendre en compte dans ces populations, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les troubles mentaux impactent les facteurs psychologiques d'adhésion. Il est certain que avoir l'idée que c'est bon pour ma santé quand je pense que j'ai des idées d'incurabilité, c'est plus difficile. Donc, c'est par cet intermédiaire-là qu'on peut aborder les choses, mais des modèles de prédiction associant variables psychiatriques et variables de psycho de la santé sont encore à développer, mais déstigmatisons l'idée qu'un patient avec un trouble mental pourrait être moins observant au traitement par PPC du fait de son trouble mental. Donc l'idée que j'essaie de vous montrer, c'est qu'en fait, la psychiatrie gagne à s'intéresser au syndrome d'apnée du sommeil parce qu'en fait, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est un trouble mental comme un autre. Sa symptomatologie, savoir qui traiter, ça passe à travers une symptomatologie mentale. Les traitements doivent améliorer cette symptomatologie mentale et les gens avec un trouble mental gagnent à être traités par ces traitements. Et donc, on avait publié ce papier en disant pourquoi les troubles mentaux, les troubles du sommeil sont des troubles mentaux. En fait, vous savez que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il fait partie du DSM. Il y a un trouble respiratoire du sommeil dans le DSM-5. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, la symptomatologie mentale, insomnie dépressif, somnolence est centrale. Donc voilà pour le message autour de psychiatrie sommeil. Je rebondis sur l'idée que cette journée du sommeil est importante. À Charles Perrins, on fait une thématique dédiée en psychiatrie sur le sommeil avec Cléa Quiles et Sébastien Gare. Et il y aura le lien Zoom auquel vous êtes invités sur la page de l'INSV, l'Institut national de la vigilance et du sommeil. Et ça, c'est le thème de cette journée.
Donc, on a fait ensemble la première partie et Pierre-Alexis Geoffroy va arriver. Vous pouvez poser vos questions. On y répond après l'intervention du professeur Geoffroy. Donc, professeur Geoffroy prend la suite pour nous parler plus spécifiquement dans les troubles mentaux, les troubles de l'humeur, du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il a la spécificité d'avoir monté un centre du sommeil, en tout cas une évaluation spécifique du sommeil, dans un enceinte de psychiatrie. Nous, si on va en dehors de la psychiatrie pour faire venir les patients en psychiatrie dans les hôpitaux non psychiatriques, Pierre-Alexis Geoffroy, il fait l'inverse, il insuffle du soin du sommeil dans les hôpitaux psychiatriques, et à la fin, ça fait une culture commune, et c'est chouette. Donc, merci Pierre-Alexis Geoffroy, professeur Geoffroy, pour ta présentation qui va compléter, j'en suis sûr, parfaitement bien tout ça pour vous donner une vision complète. Merci beaucoup. Écoute, voilà, effectivement, le lien, vous allez le voir, est assez facile, en fait, puisque on va s'intéresser à nos populations psychiatriques, et c'est tout l'objet aussi, voilà, de créer ce centre Chronos au sein de la psychiatrie, c'est-à-dire vraiment donner des outils et être au plus près des patients pour tout ce qui est dépistage, mais aussi soins, puisque tout ce qui est chronothérapie est en pleine explosion dans la psychiatrie, puisque ces dimensions sont tout à fait centrales dans les troubles de l'humeur, dans les troubles psychotiques, mais aussi dans les troubles anxieux. Donc, alors, quels sont les enjeux dans nos populations avec troubles psychiatriques, et puis comment on pratique, et là on va voir des choses très concrètes qui, je l'espère, vont modifier votre quotidien, pour dépister et pour accompagner vos patients avec troubles psychiatriques. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, on part toujours de la clinique, vraiment comme vous l'a rappelé Jean-Arthur, et on a une plainte, l'hypersomnolence, qui est une plainte psychiatrique. Et c'est intéressant de faire un clin d'œil que notamment la médecine du sommeil s'est développée d'abord en psychiatrie. Et les premiers à avoir classé les maladies du sommeil sont les psychiatres, et dans le DSM, avec des manifestations essentiellement mentales. La plainte d'hypersomnolence, on va revoir en précisément ce que c'est. Eh bien, elle est omniprésente dans nos populations. Évidemment, dans la dépression, elle est très fréquente au cours des épisodes, et en fonction des caractéristiques de l'épisode, la prévalence de cette plainte va de 9 à 76%. Dans le trouble bipolaire, vous savez qu'on parle de caractéristiques atypiques de la dépression, et ces caractéristiques atypiques sont davantage associées au trouble bipolaire. Donc, c'est plus fréquent, et ça peut aller jusqu'à 78% de certaines caractéristiques du trouble bipolaire, par exemple les saisonniers, qui là, vous le voyez, quand on parle de trouble affectif saisonnier qui réunit l'unipolaire et le bipolaire, on a autour de 70% des patients qui ont cette plainte. Donc, c'est très fréquent. Et malheureusement, quand elle est présente, elle est responsable d'épisodes qui sont plus sévères et qui résistent davantage au traitement. Donc, vraiment un intérêt tout à fait direct pour la clinique au quotidien. L'hypersomnolence, c'est trois choses. C'est le fait de dormir trop longtemps, c'est en général ce qu'on a en tête. Donc, on parle d'un TTS, temps total de sommeil, de plus de 10 heures sur 24 heures ou plus de 9 heures la nuit. C'est aussi de la somnolence diurne excessive, c'est-à-dire des accès de sommeil irrépressibles en journée. Mais c'est aussi possiblement, et donc c'est et ou à chaque fois, une inertie de sommeil on parle aussi d'inertie de réveil, plutôt pour certains auteurs, avec une difficulté d'être vigilant en phase de sommeil. Donc, ces concepts ont été résumés dans un Lancet récent que je vous invite à lire, qui est vraiment tout à fait didactique et intéressant. Alors, parmi les causes, eh bien, les trois grandes causes principales de cette cause d'hypersomnolence, il y a la dépression, qu'il va falloir toujours évidemment chercher chez nos patients, et qu'il va falloir vraiment se battre bec et ongle pour essayer de réduire même les tout petits symptômes résiduels de dépression. L'obésité, qui est aussi fréquent, et qui peut être associée ou pas d'ailleurs à cette troisième grande cause que sont les apnées. Il y a d'autres causes qu'il va falloir aller rechercher, tout ce qui est troubles du rythme circadien, notamment les retards de phase, les longs dormeurs, la iatrogénie avec des traitements sédatifs trop importants en journée, le TDAH qui entraîne des défauts de vigilance, etc., etc. Et vraiment, les trois grandes causes qui sont liées d'ailleurs, c'est dépression, obésité et les apnées. Et on va se concentrer sur les apnées pour la suite. Donc, le message, c'est devant une plainte d'hypersomnolence, ça doit faire tilt tout de suite, on pense aux apnées. Alors, donc, c'est une des principales causes d'hypersomnolence. Jean-Arthur vous a expliqué la physiologie, donc j'y reviens pas, mais vous avez donc cette obstruction pharyngée. C'est vraiment une pathologie toute bête,
et qui va entraîner des altérations, des échanges gazeux et fragmenter votre sommeil. C'est un quart globalement de notre population, par exemple avec troubles de l'humeur, avec troubles bipolaires. Il y a une méta-analyse récente qui a été faite, on va y revenir. Et puis, ces apnées, comme l'a dit Jean-Arthur, vont être associées à ce qui fait décéder nos patients. Vous savez que nos patients ont 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins, et ces apnées entraînent des maladies cardiovasculaires. Donc, on a un cocktail terrible avec donc, nos patients, 60% qui meurent de maladies cardiovasculaires, entraînant 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins. Ils ont des apnées. Tout ça aggrave la maladie bipolaire, qui, aggravant et gagnant en intensité, majore les facteurs de risque cardiovasculaire, qui augmente la mortalité, etc., etc. Donc, on a ce cercle vicieux qui, on le voit bien chez nos patients, malheureusement, s'intensifie avec les années. Aujourd'hui, on parle des apnées, mais ici, avec le professeur Niccolò Franchi, on avait résumé dans une publication d'Encéphale ce cocktail qui, certes, intègre les apnées, mais aussi l'insomnie, les mouvements des jambes au cours du sommeil ou avant de s'endormir, le syndrome des jambes sans repos, et malheureusement, les pathologies psychiatriques, et notamment le trouble bipolaire, intrinsèquement, au-delà des pathologies du sommeil, sont aussi associées à un syndrome métabolique. Donc, vous voyez, il y a plein de choses dans ce cocktail qui, malheureusement, augmentent la morbidité cardiovasculaire chez nos patients. Alors, ce qui est aussi important à avoir en tête, et c'est la deuxième cause de mortalité, 20% de nos patients, c'est le suicide, évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien en tête, nous, psychiatres, et qui nous fait peur. Ici, vous avez une étude qui compare des patients déprimés sans apnée, pour le groupe à gauche, énorme étude, vous voyez, 18 000 sujets, versus des patients déprimés avec des apnées, 79 000 sujets. Le premier message à dire, c'est déjà que l'intensité de la maladie est significativement plus importante chez les patients déprimés avec apnée versus pas d'apnée. Mais en plus, hélas, les patients avec apnée déprimés versus déprimés sans apnée ont l'ensemble des facteurs de risque surreprésentés, l'hypertension, l'hypothyroïdie, l'obésité, les problèmes de cardiopathie congestive et les problèmes pulmonaires chroniques. Et concernant le risque suicidaire, eh bien, on a une augmentation avec 27% de plus de patients qui vont présenter soit des idées suicidaires, soit des tentatives de suicide. Donc, on a en plus, vous voyez, un impact tout à fait direct sur ce qu'on craint dans nos pathologies de l'humeur, à savoir le suicide. Il y a d'autres complications liées à ces apnées. Ça va impacter la qualité de vie, évidemment. Quand vous fragmentez votre sommeil, vous avez 60, 100. Là, j'ai vu un patient avec 130 apnées par heure. Vous imaginez, c'est 130 pauses respiratoires par heure. Donc, le retentissement sur le jour est énorme. Vous avez un risque de somnolence et donc d'accident de la route. Et là, l'équipe de Bordeaux a énormément travaillé sur ce champ. Et puis, vous avez des résistances thérapeutiques, là aussi, qui sont plus importantes. Et ça me permet de citer notre collègue et amie, la professeure Carmen Schroeder, qui, là aussi, pilote avec nous la section SOPSI. Alors, les apnées, on vous en a bien parlé, mais c'est important de dire qu'il y a des symptômes la nuit, d'accord, auxquels on n'a pas forcément accès, puisqu'on est 2 jours à l'hôpital. Un patient qui va ronfler, vos voies aériennes se ferment un petit peu, vous ronflez, se ferment complètement, vous faites une apnée. Là, encore une fois, c'est très très simple. Il va y avoir aussi des sueurs, il va y avoir des patients qui vont aller uriner la nuit plusieurs fois, on parle de nocturie. Et puis le jour, c'est des gens qui vont être somnolents, de manière excessive, avec des excès de sommeil, donc, qui vont avoir mal à la tête, typiquement la céphalée en barre, qui vont avoir une baisse de la libido et de l'hypertension. C'est des patients qui sont plus obèses que les autres en général, mais ce n'est pas systématique, avec un tour de cou plus important, comme vous l'a dit Jean-Arthur, et des fois vont avoir ce qu'on appelle un rétrognatisme, avec le menton qui rentre. Alors, on va confirmer tout ça par un examen en laboratoire. Souvent, dans les populations psychiatriques, on aime bien faire une polysomnographie, donc on a aussi l'enregistrement cérébral. Mais sinon, on peut faire une polygraphie ventilatoire qui prend juste la fonction respiratoire, mais c'est déjà beaucoup. Et on va confirmer, en fait, un index d'apnée-hypopnée par heure. Et si vous en faites plus de 5, c'est léger, 15 à 30, modéré, plus de 30, c'est sévère. Et quand on y pense en psychiatrie, c'est important de vous le dire, une étude qui vient de sortir tout juste de collègues japonais, donc 264 patients qui ont des troubles psychiatriques, qui se plaignent de leur sommeil, eh bien, quand vous recherchez les apnées,
vous la confirmez chez 62% des patients déprimés, 70% de patients bipolaires, 60% de schizophrénie et tout ce qui est démence, 55%. Donc, et c'est 62% d'apnée modérée à sévère. Donc, vous voyez, c'est monstrueux. On est sur des patients qui, quand vous y pensez en les troubles psychiatriques et quand vous diagnostiquez, globalement, vous gagnez à tous les coups. D'accord? Et les facteurs de risque qui étaient retrouvés, c'était davantage de ronflement, plus d'hommes, des sujets qui étaient souvent plus âgés et plus en surpoids. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le forum et c'est très bien, n'hésitez pas. Alors les apnées, là, je vais vraiment me centrer sur les troubles de l'humeur parce que bon, c'est ma spécialité, donc c'est là où j'ai le plus travaillé. Mais il faut savoir aussi que l'ensemble des troubles psychiatriques, hein, les troubles anxieux, le trauma, je crois que je vais en parler un tout petit peu avec une étude un peu rigolote, les addictions, les psychoses sont associés à ce surrisque d'apnée. Et donc, globalement, nos populations, il faut vraiment y penser, même s'il y a un risque forcément, en tout cas tout particulier avec les troubles de l'humeur. Très belle étude qui s'intéressait à des patients, donc sortis en 2021, plutôt chez nos collègues cardiologues, 9000 patients qui bénéficient d'une coronarographie suite à une douleur thoracique. Dans cette population, 11%, alors qu'on pense, donc on suspecte un infarctus du cœur, on confirme 11% d'apnée chez eux. Et quand nos amis cardiologues s'intéressent aux facteurs prédictifs d'apnée, ce qu'ils retrouvent en 3, c'est la dépression. Vous voyez? Avant l'hypertension, avant les dyslipidémies, avant le fait de fumer, qui sont les facteurs de risque, etc. Mais ce qui pèse, vraiment, vous voyez, les facteurs de risque, hein, le fait d'être un homme, vous avez un odds ratio, vous avez 2,2 fois plus de risque, le diabète 1,84 et la dépression tout de suite 1,81. 81% de plus de risque. Donc vous voyez, c'est énorme et la dépression fait partie du top 3 chez nos amis cardiologues de risque d'apnée quand vous avez une douleur thoracique. Alors, le lien est bidirectionnel, ça c'est aussi tout à fait intéressant. Chez des gens qui souffrent d'apnée, eh bien, on a 35%, vous voyez, il y a plein de collègues qui se sont intéressés à ça, beaucoup d'équipes de pneumologie. Eh bien, nos patients apnéiques souffrent aussi davantage de dépression. Et là, on s'est intéressé au lien, c'est l'étude rigolote dont je vous parlais, une étude coréenne. Vous ne le savez probablement pas, mais les pompiers souffrent davantage d'apnée que les autres. Donc, c'est tout à fait étonnant. En tout cas, moi, quand je les vois courir dans le bois, à côté de moi, je les sens plutôt athlétiques, plutôt en forme. En tout cas, ils courent plus vite. Et les imaginer avec davantage d'apnée, je trouvais ça étonnant. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, très répliqué dans les études. Et vous savez, malheureusement, que les pompiers sont exposés à beaucoup de traumatismes, de psychotraumatismes. Ils ont essayé de regarder le lien entre ces apnées et peut-être ces psychotraumatismes des pompiers. Et en fait, vous voyez, là, vous avez, sans rentrer dans le détail, les facteurs de médiation, vous avez un lien entre traumatisme et apnée, 0,10, mais 0,60, donc c'est bien plus élevé, c'est 6 fois plus élevé. Le lien entre les apnées passe en fait énormément par les symptômes dépressifs. C'est vraiment la dépression qui va augmenter ce risque d'apnée chez nos patients qui souffrent d'apnée. Et en plus, s'ils consomment de l'alcool, vous savez, qui est GABAergique et donc très mieux relaxant, et ben, vous augmentez aussi en partie ce risque d'apnée. Mais donc, vous voyez, une grosse partie de cette association chez nos pompiers traumatisés passe par la dépression, qui confère ce risque. Autre très très belle étude, où là, vraiment, c'est la plus grosse cohorte prospective qu'on ait à ce jour, qui regarde finalement le suivi un peu naturel de gens qui soit ici souffrent de dépression et ont ou pas des apnées, et ici l'inverse, qui souffrent d'apnée et qui ont ou pas de dépression. Et ce qu'on voit, vous le voyez, c'est des courbes de survie. Ici, en continu, ceux qui ont des apnées et qui sont déprimés sont tous déprimés au départ. Eh bien, ceux qui ont des apnées, ceux qui n'ont pas d'apnée, présenteront au cours des 15 ans davantage de dépression que les autres. Et l'inverse, c'est vrai. Quand vous avez davantage, là, donc, je vous ai dit, à gauche, c'est ceux qui ont de la dépression, qui ont ou pas de l'apnée. Et donc, ceux qui ont de l'apnée vont présenter plus de dépression, c'est bien ça. Et là, à droite, c'est l'inverse, c'est-à-dire ils ont tous des apnées. Et vous allez voir donc la courbe de survie ici des patients qui ont ou pas de dépression. Donc, ceux qui ont ici une dépression vont présenter davantage d'apnée que les autres. Donc, ça va dans les deux sens. Si vous avez une dépression, vous avez plus de risques que ceux qui n'ont pas de dépression de présenter de l'apnée au cours des 15 ans de suivi. Et l'inverse est vrai. Si vous avez
de la dépression, vous avez plus de risques d'apnée. Donc, dépression, vous allez avoir plus d'apnée. Vous avez de l'apnée au départ, vous avez plus de risques d'avoir de dépression. OK? Et avec des facteurs de risque qui sont équivalents, vous voyez, c'est 2,6, 2,6. Donc, c'est vraiment le risque conféré est très important, 2,6 fois plus, et est équivalent. D'accord? Alors, la question qui vient juste après, c'est Pierre, comment explique-t-on en fait cette covulnérabilité dépression apnée? Eh bien, on sait qu'il y a un ensemble de facteurs de risque partagés entre les pathologies, notamment sur les voies sérotoninergiques, sur les voies GABAergiques. L'obésité qui est surreprésentée, une augmentation des paramètres inflammatoires dans les deux maladies, la participation et une vulnérabilité au risque cardiovasculaire pour les deux maladies, et puis des psychotropes qui vont agir à la fois sur le système ventilatoire, mais aussi sur, évidemment, le système neurologique pour, évidemment, traiter la dépression. Il y a des modèles un peu plus complexes, je vais le faire brièvement, mais quand vous faites des apnées, vous allez fragmenter votre sommeil, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'hypoxie intermittente. Cette hypoxie intermittente, en fait, elle va entraîner de l'inflammation, du stress oxydatif, de l'augmentation du système sympathique, c'est la réponse au stress, par exemple, une diminution des réponses vasomotrices, une augmentation des phénomènes de coagulation et de fibrinolyse. Il va y avoir, du coup, tout un ensemble de comorbidités cardiovasculaires qui va apparaître, et puis vous allez avoir une altération de vos systèmes microvasculaires et neurovasculaires cérébrales. Ça va entraîner de l'hypoperfusion de certains territoires, des dysfonctions endothéliales de certains territoires et de la neuroinflammation chronique qu'on appelle de bas grade. Vous allez léser votre barrière hémato-encéphalique, vous allez léser vos microvaisseaux, et puis tout ça va entraîner ce qu'on appelle de la dépression vasculaire, va entraîner des troubles cognitifs aussi, et pouvoir faire le terrain de vulnérabilité vers des démences, va expliquer certaines résistances, etc. Donc on a vraiment maintenant une compréhension assez claire des processus physiologiques qui peuvent apparaître au cours de ces pathologies. Alors en pratique, dans les troubles de l'humeur, il y a des études, notamment ici américaines, c'est nos collègues de Pittsburgh, qui montrent qu'un patient sur deux avec trouble de l'humeur présente un surrisque d'apnée. Ici, dans une étude française, on confirmait le surrisque donc avec une prévalence un peu moins importante, 23%. Mais nos populations sont moins obèses que les populations américaines. Ici, une très belle étude aussi qui s'est intéressée là à des populations ambulatoires psychiatriques, déprimées, troubles bipolaires ou avec schizophrénie ou apparentée. Et là, ils trouvaient des prévalences vraiment énormes, avec 72% de patients qui avaient un index d'apnée hypopnée supérieur à 15, donc c'est des apnées modérées, et 84% de patients qui avaient au moins des apnées légères. Donc vraiment, là, vraiment, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans nos populations, quand on va les rechercher, globalement, on gagne à tous les coups, hélas. Toujours cette population américaine, vous voyez, des BMI qui sont vraiment très gros, 36 d'IMC, c'est vraiment énorme, avec des tours de taille vraiment importants. Et ce que montre cette étude, c'est que globalement, ces populations de patients étaient plus déprimées et plus maniaques que les autres. Donc en plus, ça entraîne plus de symptômes résiduels thymiques. Et donc là, c'était des patients qui étaient obèses versus pas obèses, mais qui est un proxy du coup assez bon des apnées. Les patients avec troubles de l'humeur font plus d'épisodes, plus sévères, plus résistants au traitement, et il y a un temps de récurrence plus court entre les épisodes. Ce qu'on avait pu montrer dans une autre étude qu'on avait réalisée aussi avec Jean Arthur et puis avec l'équipe de Lariboisière, c'est que globalement, nos patients avec troubles bipolaires étaient plus âgés, étaient plus gros, avaient un tour de cou plus important et étaient plus dépressifs. Et puis des caractéristiques de sommeil tout à fait attendues. Ils étaient plus somnolents en journée, ils dormaient moins bien, ils se plaignaient plus d'insomnie, plus de difficultés à s'éveiller et un sommeil qui était davantage fragmenté. Et on a essayé de regarder finalement quels étaient les facteurs qui allaient prédire le fait d'avoir des apnées. Et avec seulement 2 facteurs, le fait d'être en surpoids et le fait d'avoir des symptômes résiduels dépressifs, on prédisait dans 83% du temps correctement le fait d'appartenir au groupe avec apnée. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est obèse et qui a des symptômes résiduels de dépression, il faut penser aux apnées. On améliore un tout petit peu le modèle avec la somnolence, avec le fait d'avoir du mal à se réveiller et le fait de fragmenter son sommeil mesuré par actigraphie. Et vous voyez qu'on est assez spécifique, 96% pour le surpoids et très sensible plutôt pour les symptômes dépressifs. Donc vraiment, pensez-y. Un IMC supérieur à 30 et des symptômes résiduels de dépression, il faut penser aux apnées. Et là, ça rejoint ce que disait peut-être Jean Arthur sur la question de est-ce qu'on doit traiter, est-ce que c'est utile, etc. Et dans nos populations psychiatriques, en tout cas, quand vous êtes déprimé,
Vous améliorez la dépression, donc c'est le CESD ici, quand vous êtes traité par PPC, et vous améliorez la somnolence, donc ça c'est bien connu dans les apnées. Et donc vous améliorez la somnolence de vos patients et vous améliorez la dépression de vos patients les traitants. Donc en plus, vous améliorez la pathologie psychiatrique, en plus d'améliorer leur pronostic cardiovasculaire. Alors nos traitements, là je vais faire très court, c'est vraiment ma dernière partie pour préciser dans la population psychiatrique ce que Jean-Arthur vous a détaillé dans la population générale avec apnée. Le plus utilisé, c'est le questionnaire de Berlin, mais il y a plein d'autres questionnaires qui sont utilisés. Il y a 3 catégories. Quand vous en avez 2, vous êtes à risque d'apnée. Première étude qui montrait que 47% de patients avec troubles bipolaires pourraient présenter un syndrome d'apnée, avec une conclusion des auteurs qui est très très forte. C'est tous les patients diagnostiqués avec un trouble bipolaire doivent être dépistés pour les apnées avec un questionnaire. Très belle étude là de Kelly Guichard faite avec Jean-Arthur Nicolo-Franchi et Raphaël Henzer en Suisse, qui a comparé justement dans nos populations avec troubles psychiatriques et dépression, eh bien, les différents questionnaires que vous a présentés Jean-Arthur. L'ANOSAS, l'Astambang et le Berlin que je viens de vous présenter, qui est peut-être le plus long, mais probablement le plus utilisé. Et ce qu'il faut dire, c'est que, eh bien, et je passe directement au résultat, mais vous voyez qu'il y avait vraiment une population intéressante, 1700 sujets et 100 sujets déprimés, eh bien, tous ces outils, fonctionnent chez la population avec dépression. On peut utiliser ces outils chez les patients déprimés, et 2, ont les mêmes performances, qui sont des très très bonnes performances, puisque 91%, 93%, 88%, vous avez très très peu de faux négatifs. Donc c'est ce qu'on demande à un outil de dépistage. Donc, en conclusion, vous voyez que devant une plainte d'hypersomnolence ultra fréquente, il faut toujours penser aux apnées chez nos patients avec troubles psychiatriques, et probablement que dans les troubles psychiatriques, et en particulier dans les troubles de l'humeur, il faut toujours penser et dépister au moins par un questionnaire les apnées, puisqu'il y a au moins un quart des patients dans nos cohortes françaises, que ces apnées sont responsables d'une pathologie qui est plus sévère et plus résistante. Dans les troubles de l'humeur, pensez-y en particulier quand il y a un surpoids, IMC supérieur à 30 et des symptômes résiduels dépressifs. Que vous pouvez vous aider des questionnaires déjà disponibles parce que ces questionnaires sont validés dans les populations avec dépression, sont utilisés. Et enfin, vous voyez que tout ça ouvre vraiment des perspectives tout à fait intéressantes pour aller développer des dépistages en milieu écologique avec des nouvelles technologies aussi qui peuvent permettre chez nos patients hospitalisés en psychiatrie, parfois de manière objective, d'aller vérifier, confirmer tout cela. Et puis, il va falloir s'intéresser, et c'est tout l'objet des partenariats qu'on a et qu'on souhaite développer avec ISIS, on souhaite développer des prises en charge, des accompagnements spécifiques de nos patients avec troubles psychiatriques, et ces temps d'échange, ces moments-là nous permettent de travailler sur ça. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je remercie tous les collègues qui travaillent avec nous sur ces thématiques. Donc là, vous avez l'équipe de Bichat et l'équipe Neurodhydro à Néofen, à l'Université Paris-Cité, et puis évidemment SOPSI et l'AESP. Voilà. Donc, Jean-Arthur va revenir et on va répondre à vos questions. Et voilà, merci beaucoup, Pierre-Alexis. Donc, il y a beaucoup de questions dans le chat. Si on a, il est 47 minutes, donc il en a 12 minutes. On va les reprendre en remontant peut-être. Il y a Raphaël Chalard qui est psychiatre dans le Sud-Ouest, avec qui on travaille, qui nous dit la relation particulière, merci d'être à chaque fois là, la communauté psychiatrique est fidèle, la relation particulière qu'un patient suivi en psy développe avec son thérapeute doit forcément intervenir dans la motivation à porter la machine. Bien sûr, alors c'est le critère en psychothérapie, on sait que le facteur non spécifique majeur d'efficacité des psychiatries, c'est l'alliance thérapeutique et l'empathie qu'on peut avoir. Il est très probable qu'il y ait ça avec la machine de PPC. En fait, et ça me fait penser à ça, je ne connais pas d'étude qui a exploré le lien entre observance à la PPC et qualité relationnelle avec son thérapeute, ce qui serait une jolie étude, puisque parfois, une fois que la machine a été mise, le suivi peut s'étioler, alors que nous, moi, une grande différence entre la psychiatrie et la non-psychiatrie, c'est que quand on est psychiatre, on continue à voir le patient, quoi qu'il se passe. C'est pas forcément le cas dans toutes les dimensions de la médecine. Donc, moi, en tant que médecin du sommeil psychiatre, on continue à les voir et se pose la question de cette alliance, effectivement. Je connais pas d'études sur ça. Chez l'enfant, l'hypersomnolence et la dépression, Pierre-Alexis.
Est-ce qu'il y a un lien entre dépression et hypersomnolence également chez l'enfant et l'adolescent? Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, absolument, il y a des liens. Il y a alors, c'était pas ça pourrait faire l'objet d'un webinaire spécifique d'ailleurs chez l'enfant. Les apnées, là aussi, sont moins fréquentes que chez l'adulte, puisque les apnées augmentent avec l'âge. Mais il y a un certain nombre d'enfants qui souffrent d'apnée, qui sont très largement sous-diagnostiqués. Il y a plein de centres de sommeil qui explorent aussi l'enfant. Donc, c'est tout à fait important. Et chez l'enfant, il faut aussi penser, et notamment chez l'adolescent, puisque c'est la question, aux anomalies de l'horloge et au retard de phase, qui là est vraiment surreprésenté. Dans certaines cohortes, on a jusqu'à 26, 28% de patients qui présentent des retards de phase. Donc, c'est vraiment l'horloge biologique avec une horloge interne qui est décalée, avec des couchers qui naturellement seraient vers 3-4 heures et des levées qui seraient plutôt vers midi, 14-15 heures. On pense tous à certains adolescents qu'on a ou qu'on a eu dans notre enfance qui ont ce problème-là. Et donc, le symptôme principal, quand vous êtes décalé, c'est du coup d'être en privation de sommeil, d'être somnolent en journée. Donc, voilà, vraiment, apnée et retard de phase, je crois que c'est les deux grandes choses à penser, effectivement, chez l'enfant. Et symptômes d'hyperactivité qui peuvent être des symptômes de somnolence chez l'enfant. Cette hyperactivité peut être la compensation de la didgeridoo. Alors, effectivement, le didgeridoo soulève deux enjeux et syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est l'enjeu de la rééducation des voies aériennes supérieures. Est-ce qu'on peut remuscler ces voies aériennes supérieures? La kinésithérapie SIMI, en fait, le didgeridoo est une des méthodes de rééducation des voies aériennes supérieures. Donc, controverse encore, preuve d'efficacité plus ou moins grande. En tout cas, ça permet d'éclairer la place importante des muscles dilatateurs du pharynx. Il y a des muscles qui permettent de dilater le pharynx. Et Pierre-Alexis, dans notre vision de psychiatrie, on dit les pneumologues, les ORL, c'est très simple. C'est juste et ce qui est compliqué, c'est quand même de comprendre ce qu'il y a dans la tête, parce que ce qu'il y a dans une voie aérienne supérieure, en fait, quand même, les voies aériennes supérieures sont très dynamiques. Et on fait des apnées obstructives du sommeil parce que ça se relâche aussi au niveau des voies aériennes supérieures. Et quand un des tonus adrénergique, le tonus sérotoninergique est très important pour le niveau de fonctionnement des muscles dilatateurs du pharynx. Oh, tonus sérotoninergique, dépression. Oh, les dépressions sont associées à plus de SAS. Donc, comment on pourrait agir sur le tonus des muscles par la rééducation, peut-être certains traitements? Ça soulève cette question. Absolument. Et pour compléter, alors d'abord, tout à fait. Alors, je dis c'est très simple en termes de clinique, c'est-à-dire vraiment penser au ronflement qui est un début. Sur le plan physiologique, c'est toujours beaucoup plus complexe. Mais sur la clinique, c'est d'abord le ronflement, puis l'obstruction complète. Et d'ailleurs, l'équipe de Bichat aussi, de professeur Marie-Pierre Dorto et Justine Frijamasson, travaillent et ont tout un protocole de didgeridoo. On a quasiment enregistré l'ensemble des didgeridoo. Et probablement, c'est comme tu le disais, juste pour compléter, c'est probablement plus simple parce que comme il y a cette espèce, je ne sais plus comment on appelle ça, cette respiration circulaire continue, enfin voilà, vraiment aussi qui lèse un peu leur capteur pression CO2, etc. Et donc, ils ont les signaux d'apnée un peu moins éveillés que les autres. Donc c'est vrai que l'histoire n'est pas simple. Ça rééduque et en même temps, ça lèse. Donc, voilà, pas simple. Oui, ça montre ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui parce qu'on était sur l'aspect clinique, mais qu'il y a un intérêt à croiser la physiopathologie même des apnées du sommeil et des troubles mentaux, et que les troubles mentaux pourraient éclairer également la physiopathologie fine des mécanismes des apnées du sommeil et de leurs répercussions sur le sommeil. Peut-on mettre en lien la prise pondérale iatrogène des traitements psychiatriques et parler de SAS iatrogène en lien avec l'obésité? Ouais, il faut prendre du poids. Ouais. Bien sûr, il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, et on n'a pas abordé, et c'est important, du coup, votre question, et merci beaucoup pour celle-ci, est importante, c'est-à-dire la place des benzodiazépines. D'abord, un message important, les benzodiazépines, vous savez, sont mieux relaxants par leur activité GABAergique et sont contre-indiqués normalement sur des apnées non traitées. Dès que c'est traité, évidemment, on peut, voilà, mais vous aggravez de manière monstrueuse. Je pense à tous nos patients, par exemple, en sevrage alcool ou sur des états d'agitation anxieux qui peuvent avoir des doses importantes de benzodiazépines. On va aggraver de manière monstrueuse leurs apnées du sommeil. Donc voilà, les benzos au long cours, normalement, sont contre-indiqués, donc toujours éliminer les benzos. Et puis après, il y a les effets iatrogènes indésirables, on va dire, des psychotropes et des antipsychotiques, qui effectivement, parfois, vont entraîner des apnées. Mais ça, c'est pas suffisamment étudié, là encore. Voilà. Les proportions des patients avec bipolarité, patients bipolaires, patients avec bipolarité concernés par le SAS sont impressionnantes. Or, vous n'abordez pas le fait que derrière l'insomnie, aussi il y a le SAS avec les comisas. Ah, ça, c'est une médecin du sommeil.
Ah bah oui, c'est clair, Colette Desfranques. Merci Claire pour ta question. Et oui, tu as raison de le rappeler. Effectivement, c'est vrai que j'ai surtout parlé de la plainte d'hypersomnolence, etc. Parce que les apnées viennent vraiment dans le raisonnement clinique, tout au début du raisonnement clinique. Mais effectivement, devant une plainte d'insomnie, on peut aussi penser aux apnées qui sont archi fréquentes. Et les deux maladies peuvent cohabiter complètement. Vous pouvez avoir des apnées et des insomnies. C'est d'ailleurs un facteur de résistance thérapeutique Ouais. chez les malades apnéiques. Donc, il va falloir en plus co-traiter les deux. Avec des effets sémiologiques importants, qu'on est attentif en psychiatrie, quand on modifie un critère sémiologique, on sait que ça peut modifier des prévalences importantes. Dans le lien SAS-insomnie, il a été retiré le sommeil non récupérateur de l'insomnie, mais maintenu dans le SAS, ce qui a fait que tout d'un coup, les prévalences se modifient à un critère près, et ce qui renforce l'enjeu de bien être attentif aux critères sémiologiques quand on s'intéresse à ces comorbidités. Est-ce qu'un ou plusieurs questionnaires ont été évalués auprès des populations souffrant de schizophrénie? Je n'avais trouvé que pour la dépression, mais vous avez peut-être connaissance d'une étude ou deux. Merci. Moi, je crois qu'il faut que la communauté psychiatrique, mais nationale, internationale, se mobilise pour valider des outils spécifiques du dépistage du SAS dans les différentes populations souffrant de troubles mentaux, parce que on l'a fait pour Clairement. la dépression, la CDSS est une échelle spécifique de dépression dans la schizophrénie. Il faut qu'on ait les mêmes outils. Pour le moment, à ma connaissance, on ne les a pas. Non, 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 clairement, clairement. Et là, je vois, ça fait le lien aussi avec la question d'après sur le surrisque chez les patients avec troubles Mm. addictologiques. Alors, du coup, c'est toujours compliqué chez les patients addictos parce que ça dépend de la substance. Alors, il faut savoir que tout ce qui est opiacé va avoir en plus des effets directement centraux, en fait, va créer des apnées centrales. Là, on vous en a pas parlé, mais ça va altérer la commande centrale aussi apnéique. Donc, ça, c'est des choses assez connues. Mais l'alcool, là, vous avez exactement l'effet benzodiazépine GABAergique. Donc, on va, à cause de l'alcool, là aussi, avoir une augmentation des apnées. Surtout, beaucoup des patients prennent et se chargent d'alcool avant de dormir. Donc on a vraiment un lien tout à fait direct. Et puis, les autres substances, globalement, quelle que soit l'addiction, va augmenter le surrisque. Et là, sur une des slides que je vous avais présentées, il y avait les addictions mélangées, où il y a un surrisque d'apnée aussi chez nos patients. Donc oui, oui, nos patients avec pathologie addictologique ont aussi une surreprésentation des apnées. Le lien qui est... il y a aussi un autre lien qui est très étudié, c'est les patients fumeurs, tabac, avec trois hypothèses. Vous avez une lésion neuromusculaire par le tabac. Vous avez un sevrage en nicotine aussi en plus la nuit qui fait que vous avez une commande de réponse à l'hypoxie qui est aussi moins bonne. Et vous avez des lésions directes, quoi, globalement liées au tabagisme chronique et donc à la paroi qui se modifie. Et même, ça a été démontré avec le tabagisme passif. Donc, voilà. Les deux dernières questions, celle d'Alfredo Poulini et d'Agnès Brion. Donc, Alfredo Poulini, il y a deux questions, une, mais pour la prévention, y a-t-il autre chose à faire à part monitorer le poids et stabiliser la dépression? Vous soulevez deux éléments importants. Et en attendant de faire la polysomno, quels sont les traitements qu'on peut mettre ou qu'il faut enlever chez les patients dont on suspecte fortement des apnées du sommeil? Tu veux répondre à Agnès? Ouais, Bonjour Agnès d'ailleurs. non, mais déjà, Alfredo, non, mais c'est rapidement, puisqu'il nous reste 3 minutes, c'est pour conclure. Mais vous avez souligné le poids à bien stabiliser et tout ce qui est règles alimentaires et activité physique est importante pour la prévention et stabiliser la dépression. Vous l'avez bien vu. Et là, en attendant la polysomnographie, l'idée, c'est de ne pas trop attendre la polysomno et de faire des partenariats, des filières de soins dédiées. C'est ce qu'on est en train de structurer à Bordeaux notamment, mais c'est ce que Pierre-Alexis fait aussi avec Marie-Pierre Dorto, pour que les patients souffrant de troubles mentaux n'aient pas de délai trop long, parce qu'on voit que ça aggrave le trouble mental. Et donc, l'idée, c'est pas de délai dans les trucs. Il n'y a pas d'urgence en sommeil, mais il n'est pas légitime que les patients avec un trouble mental devraient attendre plus que les autres. Et donc, des filières de soins sont à réaliser avec tous les enjeux institutionnels. Absolument. Et surtout, et tous les centres qui font un peu de psychiatrie le font, etc. Il y a certains centres du sommeil, hélas, qui demandent encore à retirer les psychotropes pour pouvoir enregistrer. C'est une condition, sinon le patient n'est pas reçu en polysomnographie. Bon, pour nos patients, certains, c'est une catastrophe. Vous êtes stabilisé sous lithium, vous arrêtez le lithium, surtout que c'est des arrêts hyper progressifs qui doivent se faire sur plusieurs années. Je crois que les dernières études, on conseille 8 ans. Enfin, vous voyez, souvent, on va, voilà. Mais on augmente, il y a un surrisque de rechute maniaque ou dépressive mélancolique majeure. Pareil dans la schizophrénie, etc. Bref, on est sur les pathologies chroniques.
que parfois on a du mal à stabiliser, il ne faut surtout pas retirer vos psychotropes pour enregistrer sur le PSG. Il faut travailler avec des centres du sommeil qui ont l'habitude de travailler avec les patients psychiatriques et surtout pas arrêter. Ils savent travailler avec l'interprétation de psychotropes. Et Agnès, donc on finit sur les pompiers traumatisés. L'idée, c'est que quand on est traumatisé, on a un hyper-éveil la nuit et que peut-être cet hyper-éveil empêche les muscles dilatateurs du pharynx de se mettre en œuvre. En fait, il faut dormir pour que ces muscles dilatateurs puissent bien agir et si on a un hyper-éveil, ben, ils n'agissent pas suffisamment. Et l'hypothèse, mais c'est un peu sioux, il ne faut pas trop le dire aux étudiants, mais nous, en formation continue, on peut se dire, mais peut-être des petites doses de benzo en approfondissant le sommeil va permettre de renforcer les muscles dilatateurs et traiter ces syndromes modérés, peut-être dans les troubles anxieux et les PTSD, mais des études supplémentaires sont nécessaires et il faut pouvoir aller vers ça avec modestie. Mais quand on regarde la revue Cochrane sur lien entre benzo et apnée du sommeil, en fait, le lien est apporté, mais à un niveau de preuve finalement faible. Donc, laissons-nous ouvert la possibilité dans le futur d'utiliser des benzos ou apparentés dans certains syndromes d'apnée du sommeil modérés, particulièrement dans les COMISA ou les co-PTSD-A. Il est 1h, c'est la fin des travaux du coup. C'est la fin, ça nous permet de passer voilà, à la dernière slide. Voilà, je te laisse. Non, mais merci d'avoir participé. Vous pouvez adhérer à la FPBN, nous suivre sur les webinaires et le prochain webinaire du coup. Et sur les troubles de l'humeur et la périnatité, quelles recommandations avant, pendant et après la grossesse par la section neuropsychopharmacologie NPP le 6 avril à 12h30, donc entre midi et 2 sur le même créneau. Donc, et voilà, et vous avez petit message, parce que c'est important, vous pouvez avoir des attestations de présence à ce webinaire. Il faut que vous soyez membre évidemment de la FPBN, mais ce que vous êtes probablement tous ou en voie. Et évidemment, vous nous écrivez et on vous envoie l'attestation. Voilà. Bonne journée à toutes et tous. Merci. Merci à tous.